Aujourd'hui, j'ai envie de parler des erreurs qui peuvent détruire ta carrière de développeur freelance. Je suis développeur freelance depuis 4 ans, j'enchaîne les missions et j'ai commis des erreurs dans ma carrière jusqu'à présent. Certaines ont été dangereuses, m'ont mis dans l'embarras, m'ont causé des problèmes. D'autres m'ont mis dans des situations où j'ai senti qu'il fallait vraiment que je rectifie le tir si je ne voulais pas me retrouver dans la cagasse, comme on dit dans le sud-ouest. Alors dans cette vidéo, je vais te parler des erreurs que tu ne veux pas commettre dans ta carrière de développeur, freelance ou salarié. Il y a des choses qui pourront aussi concerner les salariés et les freelances, les deux. Donc je vais te citer 10 erreurs que peut-être que tu commets, peut-être que tu en commets certaines, peut-être des fois tu tombes dans certains schémas pour d'autres. Et l'objectif, c'est d'essayer de les reconnaître et de ne pas les commettre, de les éviter ou d'arriver à rectifier le tir. Mais avant d'aller plus loin, si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, je délivre sur cette chaîne des cheat codes pour réussir dans le freelancing. Je parle de code et je parle de la liberté aussi, de la liberté des grands larges. Alors la première erreur de laquelle j'ai envie de parler, c'est de changer trop souvent de mission. Quand tu fais des missions au forfait, évidemment c'est pas grave parce que les missions sont courtes, parce que il faut savoir qu'évidemment tu es embauché pour une durée qui est limitée au début, il y a une période d'essai. 3 mois, généralement, c'est souvent 3 mois, et il faut faire attention à ne pas changer trop souvent de mission, car c'est pas forcément facile de décrocher des missions en tant que freelance. Des fois, ça va super bien, tu gagnes super bien ta vie, tu gagnes des dizaines de milliers d'euros, et la mission s'arrête, tu fais c'est bon, je vais partir aux USA, je pars à Dubaï, je vais faire la fête, je vais profiter, et quand tu reviens, tu penses que ça va redémarrer rapidement, non, en fait non, ça se passe pas comme ça, en fait ça peut être assez difficile. Si tu n'as pas l'habitude du freelancing, il peut y avoir même plusieurs mois avant que tu arrives à décrocher une nouvelle mission. Donc première erreur à ne pas commettre, il faut faire attention à ne pas trop changer de mission, il faut faire l'effort de rester au même endroit, donc c'est-à-dire délivrer de la valeur, s'intégrer dans les équipes dans lesquelles tu rentres, pour qu'à la fin de la période d'essai des 3 mois, ton manager ait envie de te prolonger, et donc que tu ne changes pas de mission tout le temps, parce qu'évidemment tes revenus vont chuter en flèche sinon. Donc l'objectif c'est de faire péter les 100K dans l'année. Autre erreur que tu peux commettre, et ça c'est quand tu commences à devenir bon, c'est quand tu commences à avoir un bon CV, que tu commences à rentrer dans les bonnes missions, tu gagnes en expérience et là tu commences à devenir un peu difficile. J'ai un CV qui est plutôt joli, il y a des beaux noms sur mon CV, j'ai commencé à me penser que j'étais une star, que en fait je pourrais rentrer dans n'importe quelle startup des French Tech 40, French Tech Next 40. Et en fait, il y a quand même des tests techniques à passer, il y a beaucoup de candidats. Parfois, tu peux ne pas être pris pour diverses raisons, et donc il ne faut pas trop faire le difficile dans ta carrière de freelance. Parfois, tu l'apprendras par toi-même peut-être. Il faut se rabattre sur des missions qui sont plus faciles d'accès, où il y a moins de candidats, des entreprises qui sont moins prestigieuses, qui seront moins intéressantes, le projet est moins intéressant aussi, avec une culture IT moins développée, plus de problèmes pour qu'en fait tout le monde puisse travailler en même temps, il y a moins d'huile dans les rouages, les gens sont moins bons, il y a des moments de compétences, mais à la fin tu gagnes quand même très bien ta vie. Et donc voilà, il ne faut pas trop faire le difficile parfois. Tu verras quand même, tu rencontres beaucoup de problèmes et ça te permettra d'apprendre en fait à devenir un développeur plus solide, à apprendre toutes les choses. Le fait d'être confronté à plein de problèmes aussi, ça t'aide en fait à devenir un meilleur développeur. Donc voilà, il faut ne pas trop faire le difficile. Si tu montes comme ça, si tu commences à devenir bon, c'est juste je pense que tu te rendras compte par toi-même qu'il faut pas des fois ne pas trop faire le difficile et partir dans une mission plus facile d'accès qui te permettent de gagner ta vie. Donc voilà, ne pas trop faire le difficile parce que les entretiens sont longs en fait. Voilà. Quand tu rencontres un recruteur ou un interne ou externe à l'entreprise, il faut qu'il te fixe un rendez-vous, il y a d'autres candidats, ça prend du temps, les gens sont occupés, après il faut rencontrer le manager, il est occupé, et puis tu dois passer le test, et puis c'est long, il peut y avoir plusieurs tests en plus, ça prend des heures, hein. Et donc ça prend du temps, et à la fin tu te prends le revers, tu es refoulé. Et donc il faut faire attention à ça si tu veux avoir des revenus qui restent élevés. Troisième erreur à ne pas commettre, et ça tu peux la commettre facilement si tu es freelance. L'erreur, c'est de ne pas t'entendre avec ton software manager. Attention à ça. Quand tu travailles avec des gens, il faut s'entendre avec eux. Alors l'erreur à ne pas commettre, c'est à la fois ne pas s'entendre avec ton software manager et aussi ne pas assez communiquer avec lui. Penser qu'en fait, parce que tu es freelance, tu arrives sur un projet, tu fais ton boulot, tu ne parles pas trop avec lui, c'est très limité, tu n'expliques pas vraiment ce que tu fais. Donc ça m'est arrivé une fois, j'avais
j'avais pas beaucoup communiqué avec mon software manager, il pensait à la fin de mission, au bout des 3 mois, il pensait que j'avais rien foutu, que je comprenais rien aux enjeux, il me dit ça va pas, le business, tout ça, tu comprends pas les enjeux de business, attention au code review, il savait même pas ce qu'il disait en fait, puisqu'en fait j'étais un des seuls à faire des code reviews aussi. Donc attention à ça, quand tu es dans une mission avec un software manager, attention, ou un client, il est très important de communiquer avec lui, de faire l'effort de communiquer avec lui. Tu es avec quelqu'un qui est un collègue, un partenaire, il est là pour t'aider, mais tu dois aussi faire attention à lui expliquer ce que tu fais. Chaque jour, il y a le daily pour expliquer déjà ce que tu as fait la veille, ce que tu vas faire le jour même, mais il faut aussi expliquer, voilà, s'assurer d'expliquer ce que tu fais, quels sont tes projets. Quand tu as une initiative, on parle avec lui, argumenter. Parfois, tu pourras être amené à travailler avec ton manager aussi, ça peut arriver parce qu'il sait coder souvent un peu. Donc voilà, c'est comme un collègue, hein, donc tu travailles avec lui, tu résous des problèmes. Et donc, il faut faire très attention à ça, à communiquer avec ton manager, très très important. Ne pense pas que le daily suffit, communique aussi avec lui. C'est la deuxième chose, s'entendre personnellement avec ton software manager. Quatrième erreur, aussi sur le relationnel, une erreur que tu peux commettre, c'est et que j'ai commise, ça m'est arrivé une fois de la commettre, c'est de t'engueuler avec un collègue. Tu t'engueules avec un développeur de ton équipe, qui peut être sympa malgré tout, mais voilà, à un moment, voilà, le mec te chatouille, vient te faire des code reviews un peu pourris, vient prendre des tickets, le mec il s'ennuie, il vient prendre des tickets chez toi, ticket Jira, il fait ton travail, il refactor ton code, du coup ça change ton boulot, tu peux plus pusher ton ticket, une fois, 2 fois, 3 fois, et à un moment tu craques, tu commences à t'énerver. Enfin, le mec, tu le remets un petit peu à l'heure, quoi. Ça, faut pas le faire. Ça, c'est très dangereux. À chaque fois que tu t'engueuleras avec un collègue, que ce soit développeur, de toute façon, ou même quelqu'un de l'équipe, peu importe, ça, c'est fatal. Ça veut dire fin de mission, ça veut dire. Donc, attention à ça. Quand tu es dans une équipe, il faut toujours être un peu politique, faire diplomatique, ne pas s'énerver, être conscient de ta valeur, de ce que tu apportes, de tes qualités, mais ne jamais t'engueuler avec les gens. Et voilà, si quelqu'un te saoule, sois toujours politique, diplomatique, on résout les problèmes, tu discutes. Voilà, chacun en fait a des défauts et des qualités aussi. Ne jamais t'engueuler, ne jamais pousser un coup de gueule. Je sais que ça peut arriver des fois dans les équipes de développeurs. Vous savez qu'on peut des fois déraper en fait, parce qu'en fait dans une équipe de développeurs, c'est un peu comme des soldats qui vont au combat, quoi. Sauf que non, non, c'est pas ça. Non, tu es avec des collègues, il faut faire attention à ça. Autre erreur que tu peux commettre, ne pas cerner l'entreprise dans laquelle tu travailles. Alors c'est vrai qu'en freelance, on est amené à peut-être à changer souvent de mission, alors soit tous les 6 mois, soit tous les 3 mois, même s'il faut éviter évidemment. Et donc on est amené à devoir nous adapter assez rapidement à différentes entreprises, différentes cultures. Et l'erreur que tu peux commettre durant ta période d'essai, donc tu es prolongé après tes 3 premiers mois, donc l'objectif c'est de tenir longtemps. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, il y en a qui restent très longtemps sur des missions freelance, ça peut durer très longtemps. Et donc l'erreur c'est de ne pas cerner l'entreprise dans laquelle tu travailles, de ne pas cerner la culture, de ne pas cerner les spécificités de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Et donc à la fin des 3 mois, ton manager il va se dire non, ça le fait pas, il n'y a pas un bon fit de culture et tu vas dégager tout simplement. Donc moi, ça m'est pas arrivé personnellement, c'est pas celle-ci. Chaque entreprise a ses spécificités, c'est pas parce que dans une entreprise dans laquelle tu travaillais, c'était super, tu avais un super product owner, il y avait des sprint review, il y avait des sprint planning, il y avait des sprints, il y avait le daily qui était nickel, tout était bon. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'échanges, par exemple peut-être avec les développeurs, quelques-uns, mais pas beaucoup. Ça se trouve, dans une autre entreprise, ça sera différent. Tu auras un PO qui ne bossera pas en agile peut-être, il connaîtra mais il ne bossera pas trop en agile. Et peut-être qu'on demandera, on attendra des développeurs qui communiquent beaucoup plus entre eux peut-être. Et en remote, c'est vrai qu'on peut par exemple ne pas se rendre compte en fait qu'il y a beaucoup d'échanges entre les gens. Et donc du coup, il ne faut pas manquer le train, il faut se rendre compte de comment ça travaille. Et donc il faut beaucoup communiquer avec tes collègues, travailler avec eux, faire éventuellement du peer programming. Il faut essayer de cerner, de déchiffrer le fonctionnement de l'entreprise. C'est vrai que quand on a un petit peu d'expérience, on arrive à s'adapter partout, on a un peu vu... on a vu différentes choses, donc ça va mieux. Mais c'est au début, on ne se rend pas trop compte en fait, dans quel type d'entreprise on est. Et puis aussi, les entreprises, en embauchant un freelance, s'attendent en fait, à avoir un espèce de changement. Ils s'attendent des gens qui viennent un peu apporter quelque chose de nouveau. Et donc, il faut faire attention à bien comprendre l'entreprise dans laquelle tu travailles, parce que sinon, bouton, fin de mission. Autre erreur qu'on peut commettre en freelance, c'est tu arrives dans une mission et juste tu codes. Tu codes et tu ne prends jamais vraiment d'initiative. Quand tu travailles dans une entreprise,
d'ailleurs que tu sois embauché comme freelance ou comme salarié, on attend de toi que par exemple, tu challenges le code. Voilà, la manière dont c'est structuré, les choix technologiques qui ont été faits. Si tu es dans une mission freelance actuellement et donc tu es dans ta période des 3 premiers mois par exemple, et que tu viens juste du code et que tu n'apportes jamais, tu ne prends d'initiative, attention, pas bon. Tu es un peu comme le chat de Schrödinger, tu es à la fois mort et vivant. En tant que développeur, que ce soit en salarié ou en freelance, on attend de toi que tu prennes des initiatives. Par exemple, tu proposes une nouvelle techno. Par exemple, ça peut être Redux, voilà. Et donc peut-être que tu peux créer un PowerPoint pour expliquer comment on va implanter ça sur le projet, pour expliquer ça aux autres équipes, aux autres membres de l'équipe. Peut-être que tu veux proposer de cleaner le code, voilà, tu prends en charge ça, tu veux te lancer là-dedans. On attend de toi aussi que tu prennes quelques risques comme ça pour apporter de la valeur, quoi. Voilà, c'est ça qu'on attend de toi aussi en tant que développeur. On attend de toi peut-être que tu ailles prêter main forte à un collègue et voilà, il galère un peu, il n'arrive pas trop sur un truc, peut-être qu'il galère. Et ça peut être aussi un senior, hein, ça peut être quelqu'un qui galère sur une partie de code qu'il ne connaît pas. Et donc dans ce cas-là, ben, c'est aussi à toi de prendre l'initiative et d'aller l'aider, de prendre du temps. Généralement, personne t'en voudra pour ça en fait. Si tu vas prendre du temps pour aider quelqu'un, j'ai jamais vu quelqu'un qui te dit non, il ne fallait pas faire ça, il fallait pas t'occuper de tes tickets. Si tu es freelance et que voilà, tu arrives dans une mission et juste tu codes, alors attention, ça peut suffire. Tu peux juste coder comme ça dans ton coin, et puis expliquer un peu avec ton manager ce que tu fais, voilà. Mais on attend quand même plus que ça. Donc parfois, il faut prendre des initiatives, aller aider un collègue, prendre du temps pour lui, proposer un projet, et donc voilà, ça demandera de le porter par toi-même, parce qu'il n'y aura personne qui va t'aider pour le faire, il n'y aura personne qui le fera à ta place. Mais voilà, si tu le fais pas, bah on se dira, mais ouais, mais elle est où la valeur? Oui, il code, mais bon, on pourrait le remplacer par un autre codeur à la limite. Donc attention à ça. Au contraire, autre erreur que tu peux commettre, c'est tu arrives, tu es the tech guy, developer guy. Et tu commences à vouloir faire plein de changements sur la codebase. Tu te dis, ouais, tu arrives sur une mission, ça fait 3 ans que la codebase elle est en place, tu arrives dans une équipe, tu fais, ouais, c'est pas trop clean, moi je pense qu'on devrait tout cleaner le code, et tu commences à te lancer, tu fais des pull requests, ta première pull request est acceptée, et ça y est, tu te lances, tu commences à refactorer plein de choses sur la codebase. Le manager ne sait même pas trop ce que tu fais, et du coup ça change plein de choses pour les autres membres de l'équipe. D'un coup on devrait s'adapter, on se dit ah ouais ça a changé, et du coup ça pose des problèmes, on commence à décaler des releases, et ces attitudes comme ça peut causer des problèmes. Donc il faut prendre des initiatives, mais d'un autre côté, il faut faire aussi attention à ne pas faire tanguer la barque sans rien contrôler, quoi. Donc être le développeur guy, le roi de la gâchette qui code comme un fou, qui veut tout changer sur les codebases sur lesquels des gens ont travaillé depuis des ans, et donc arriver et dire moi je change tout, c'est assez facile. C'est pas toi qui prends la charge des choses, et donc il faut faire attention à ça, parce que ton manager va pas forcément gueuler, ou va pas forcément te dire que c'est catastrophique, tu fais n'importe quoi, que donc il va pas te garder. Pas forcément, mais bon, à la fin des 3 mois, il y a un bilan qui est fait. Et si on voit que tu es un fou de la gâchette et que tu sais pas ce que tu fais, eh ben, bip, fin de mission. Autre erreur que tu peux commettre en tant que développeur, c'est de ne pas être assez bon en computer science. Et ça, c'est un truc qui peut concerner surtout les autodidactes, parce que nous, on n'est pas passé par des écoles, on n'a pas fait des écoles d'ingénieurs, d'informatique, on n'a pas vu certaines choses, je sais pas, sur la sécurité, sur l'algorithmie, sur la structuration des données, par exemple. Et ça, c'est un truc auquel faire attention, parce que quand tu es un développeur qui a 2-3 ans d'expérience, tu commences à faire des missions long terme, les entreprises sont intéressées par ton profil, mais tu arrives en mission, il y a des choses qui sont résolues, des fois j'ai l'impression que je comprends, mais je suis un peu dépassé par ce qui se passe. Tu arrives à résoudre les problèmes, tu arrives à t'en sortir, c'est bon, tu codes, tu fais le boulot, mais tu sens ce manque de certaines connaissances qui ne sont pas assez approfondies. Et ça, il faut vraiment faire attention, parce que comme je te dis, dès que tu as 2-3 ans d'expérience en tant que développeur, tu intéresses les entreprises, mais malgré tout, tu restes un développeur qui a besoin encore d'apprendre des choses. Donc tu vas te retrouver dans des missions, peut-être pour des super boîtes, tu vas faire ton travail, ça va aller, mais tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui te manquent. Peut-être chez les autres aussi, peu importe. Et donc voilà, quand c'est le bilan et que ton manager pèse dans la balance ton profil, il peut se dire que en fait, tu manques un peu de solidité, peut-être que ça ne vaut pas le coup de continuer avec toi, peut-être qu'il faut mieux prendre quelqu'un d'autre. Attention à ça. Donc en computer science, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et si tu es sérieux avec la carrière de développeur, il faut vraiment faire l'effort de te former sur plein de choses qui sont assez pénibles en fait à lire parfois.
sur la sécurité, sur l'algorithmie, sur la structuration des données, pour avoir plus de savoir et pour pouvoir être plus sûr de toi quand tu arrives aussi en mission, pour pouvoir tout de suite dire ouais, il faudrait faire comme ça, je pense que pour pouvoir argumenter avec les gens, pour pouvoir dire oui, là je pense qu'il faudrait faire comme ça. Il faut aller plus loin que juste coder. Peut-être que dans ta précédente mission, juste tu codais et que ça suffisait, et parfois ça suffit pour certaines missions. Voilà, peut-être les premières missions où tu codes. Et bah voilà, c'est ce qu'on avait demandé. On avait besoin de quelqu'un qui soit productif sur React, par exemple. Et bah voilà, tu codes sur React. Mais dans d'autres missions, à mesure que tu avances, tu vas être confronté à des problèmes d'ingénierie IT, de computer science, et on va attendre de toi que tu sois capable de résoudre ces problèmes-là. Et donc, pour être préparé à les résoudre, il faut apprendre tout le temps. Quand tu es dans une mission, il ne s'agit pas seulement de savoir coder, il s'agit aussi de comprendre les enjeux business, comprendre comment tout cela fonctionne, le tout global fonctionne, comment ça fonctionne entre le front, le back, peut-être qu'il y a un CRM aussi qui est utilisé et donc il faut comprendre comment la data circule entre tout ça, comment les calls d'API se font, quels sont les data modèles entre entre le front, le back, le CRM. Normalement il doit être égal, mais bon, peut-être que c'est pas le cas. Si c'est pas le cas, ça va causer des problèmes. Et donc c'est comme ça que tu peux te retrouver après 3 mois et en fait peut-être que la mission peut se terminer parce qu'on pense que tu es trop juste. Si ça t'arrive, si tu te fais sortir d'une mission pour cette raison-là, surtout ne culpabilise pas. Ne te prends pas trop la tête. Et voilà, il te manque peut-être des connaissances, tu as des piliers de connaissances qui sont peut-être pas assez solides, tu n'as pas assez approfondi les choses. Peut-être que c'est pas non plus difficile à comprendre, ce qu'il y a besoin de comprendre. Donc tout simplement, renforce tes connaissances, apprends plein de choses, pas seulement sur le code, mais aussi sur la computer science. Apprends des choses, lis des bouquins, suis des cours à Stanford, je sais pas. Et il ne faut pas non plus trop t'en vouloir parce qu'il y a aussi des entreprises qui embauchent, de toute façon, des développeurs. Voilà, dès que tu as 2-3 ans d'expérience, il y a des entreprises qui t'embauchent, qui ont besoin de ça. Ils ont besoin de développeurs. Hein. Même s'il n'est pas parfait, on en a quand même besoin. Donc voilà, ce sont les erreurs que je voulais te parler qui peuvent être fatales dans ta carrière de développeur, qui peuvent te mettre un coup parfois. Tu peux commettre certaines erreurs, te retrouver avec une mission qui se termine brutalement. Peut-être des fois tu ne l'attendais pas, tu ne sentais pas que ça allait venir et puis tu as arrêté. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas se retrouver dans une situation où le manager pourrait dire il fait le calcul, il fait les maths et il dit non, je ne vais pas continuer cette personne, ou peut-être que tu as fait une erreur fatale. Et donc voilà, j'avais envie de parler de ce super sujet, très glamour aujourd'hui. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, si tu l'as appréciée, si tu l'as trouvée intéressante, mets un like. Tu peux aussi mettre un commentaire, je lis tous les commentaires et parfois je réponds. Et pour info, tu peux aussi me suivre sur Instagram, je poste des choses sur Instagram. C'est tout pour aujourd'hui et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!